Welcome to the Atlantic Perspectives podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans la Maison Blanche et l'Europe avec Maxime Lobet. Dans l'épisode précédent, nous avons quitté les États-Unis sous la présidence de John Quincy Adams, un président diplomate profondément marqué par l'Europe qui avait contribué à définir une ligne claire. Les États-Unis ne doivent pas intervenir dans les affaires européennes, tandis que les puissances européennes doivent rester à l'écart du continent américain. Mais en 1828, cette vision est rejetée par une partie importante des électeurs américains. L'homme qui arrive au pouvoir n'est ni un diplomate, ni un intellectuel de la côte Est. C'est un militaire, un homme de la frontière, un héros populaire de la guerre de 1812. Son style est plus direct, plus conflictuel, plus nationaliste aussi. Avec lui, les États-Unis regardent moins vers Londres, Paris ou Vienne, mais davantage vers l'ouest du continent américain. Cet homme est investi président en 1829. Son nom ? Andrew Jackson. Mars 1829, Washington DC. Andrew Jackson prête serment devant une foule immense, venue assister à son investiture. Son élection marque une rupture politique majeure. Pour la première fois, un président américain se présente explicitement comme le représentant du peuple contre les élites politiques traditionnelles de Washington. Son arrivée à la Maison-Blanche symbolise aussi l'évolution du pays. L'Amérique des années 1830 est plus vaste, plus peuplée et plus tournée vers l'intérieur du continent qu'à l'époque des pères fondateurs. Autour d'Andrew Jackson s'est structuré progressivement le Parti démocrate. Après l'élection très contestée de 1824, Jackson et ses alliés cherchent à construire une organisation politique nationale capable de mobiliser les électeurs à grande échelle. Un homme joue un rôle essentiel dans cette évolution. Martin Van Buren, figure politique majeure de l'État de New York. Van Buren contribue à organiser un parti moderne, fondé sur des réseaux locaux, des campagnes coordonnées et une discipline partisane plus forte. Le mouvement jacksonien défend alors une participation politique élargie et une forte méfiance envers certaines élites financières et administratives. Cette organisation devient progressivement l'un des deux grands partis durables de la vie politique américaine. Jackson incarne cette transformation. Né en 1767 dans une région frontalière entre la Caroline du Nord et la Caroline du Sud, et grandi loin des grands centres intellectuels américains. Contrairement à John Quincy Adams, il ne possède pas d'expérience diplomatique européenne. Il ne parle pas plusieurs langues, et n'a jamais exercé de fonction dans les chancelleries du continent. Sa réputation nationale repose avant tout sur sa carrière militaire. Pendant la guerre de 1812 contre le Royaume-Uni, Jackson commande les forces américaines lors de la bataille de la Nouvelle-Orléans en janvier 1815. La victoire américaine renforce considérablement son prestige et nourrit un puissant sentiment national aux États-Unis. Cette expérience influence durablement sa vision des relations internationales. Jackson considère que les États-Unis doivent être capables de défendre seuls leurs intérêts et de se faire respecter par les puissances européennes. Mais contrairement à Adams, il ne cherche pas à définir une doctrine intellectuelle des relations transatlantiques. Son approche est plus pragmatique et plus centrée sur les intérêts immédiats des États-Unis. Lorsqu'il devient président, les relations avec l'Europe restent importantes, notamment sur le plan commercial. Le Royaume-Uni demeure le principal partenaire économique des États-Unis. Malgré les tensions héritées de la guerre de 1812, les échanges commerciaux anglo-américains continuent de se développer durant la présidence de Jackson. Les deux pays cherchent progressivement à stabiliser leurs relations. Plusieurs différends frontaliers persistent cependant entre les États-Unis et l'Amérique du Nord britannique. La question des frontières dans le Maine et les tensions commerciales restent des sujets sensibles durant les années 1830. Jackson adopte néanmoins une ligne relativement prudente vis-à-vis de Londres. Il évite toute confrontation militaire directe avec le Royaume-Uni et privilégie généralement la négociation. Les relations avec la France deviennent, en revanche, plus tendues. Depuis les guerres napoléoniennes, les États-Unis réclament des compensations financières pour les saisies de navires américains effectuées sous Napoléon. En 1831, un accord est signé. La France accepte de verser une indemnité aux États-Unis. Mais lorsque le Parlement français tarde à approuver le paiement, Jackson réagit fermement. Dans plusieurs messages adressés au Congrès, il demande des mesures de pression contre la France afin d'obtenir le respect des engagements pris à Paris. La crise diplomatique devient sérieuse entre 1834 et 1835. Pendant plusieurs mois, les relations franco-américaines se dégradent fortement. Finalement, le gouvernement français accepte de verser les indemnités prévues, mettant fin à la crise.
Cet épisode illustre une caractéristique importante de la politique étrangère jacksonienne. Andrew Jackson cherche à éviter les conflits avec l'Europe, mais il refuse toute attitude qu'il considère comme une atteinte à la souveraineté ou au prestige des États-Unis. Sur le plan doctrinal, Jackson reste globalement fidèle aux principes définis sous James Monroe et John Quincy Adams, bien qu'il ne produise pas une doctrine européenne structurée comparable à ses prédécesseurs. Les États-Unis continuent de s'opposer à toute tentative d'intervention européenne dans les Amériques. La doctrine Monroe demeure la base de la politique américaine vis-à-vis du continent européen. Mais contrairement à Adams, Jackson accorde moins d'attention aux équilibres politiques internes de l'Europe. Les mouvements libéraux, les révolutions européennes ou les transformations institutionnelles du continent suscitent peu de réactions officielles de sa part. Cela apparaît clairement lors de la Révolution de Juillet en France en 1830. Le renversement du roi Charles X et l'arrivée au pouvoir de Louis-Philippe modifient pourtant l'équilibre politique européen. Mais les États-Unis n'interviennent pas dans les débats diplomatiques liés à cette révolution. La position américaine reste la même. Les affaires européennes relèvent des Européens. Jackson se concentre davantage sur les priorités continentales américaines. Durant sa présidence, l'expansion vers l'Ouest devient un enjeu politique majeur. Le gouvernement fédéral favorise l'installation des populations américaines dans les territoires situés à l'ouest du Mississippi. C'est dans ce contexte qu'est adopté en 1830 l'Indian Removal Act. Cette loi organise le déplacement forcé de plusieurs nations amérindiennes vers les territoires situés plus à l'ouest. Elle s'inscrit dans une logique d'expansion territoriale et de développement continental des États-Unis. Cette priorité accordée au continent américain contribue aussi à réduire l'importance relative des affaires européennes dans la politique de Washington. Sous Jackson, les États-Unis restent liés économiquement à l'Europe, mais leur attention stratégique se déplace progressivement vers l'intérieur du continent nord-américain. Lorsque Jackson quitte la présidence en 1837, les relations transatlantiques demeurent importantes. Mais elles ne structurent plus la politique américaine de la même manière qu'au temps des premiers présidents. L'Europe reste une partenaire commerciale majeure et une puissance diplomatique incontournable. Mais les États-Unis commencent à se percevoir davantage comme une puissance continentale autonome, tournée vers son expansion et vers ses propres intérêts régionaux. Andrew Jackson ne construit pas une nouvelle doctrine des relations avec l'Europe. Il prolonge les principes établis par Monroe et Adams, mais dans un contexte différent. Avec lui, les États-Unis regardent moins vers les débats politiques européens et davantage vers leur développement continental. La relation transatlantique ne disparaît pas, mais elle cesse progressivement d'être le centre de gravité de la politique américaine. Dans le prochain épisode, nous verrons comment Martin Van Buren tente de maintenir cette ligne dans une période marquée par les crises économiques et les tensions croissantes entre les grandes puissances européennes. C'était la Maison Blanche et l'Europe avec Maxime Lobé. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Retrouvez Atlantic Perspective sur les réseaux sociaux et sur son site internet atlanticperspective.org. Music license via Epidemic Sound.